Alors d'un côté, il faut bien se l'avouer, on a l'impression qu'on se fait un peu chier en ce moment sur les marchés crypto. Et de l'autre, quand on regarde le parcours du Bitcoin pour ce début du mois de décembre, on a quand même vécu de grands moments. Et c'est peut-être rien à côté de ce qui nous attend dès la semaine prochaine. Tous les yeux sont rivés sur le 10 décembre et la réunion FOMC, date à laquelle la Fed devrait baisser ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, les investisseurs estiment à 86,2% de chances de voir la Fed baisser les taux de 25 points de base. Alors même si ce pourcentage a relativement baissé puisqu'il était à plus de 95% il y a quelques jours, je ne pense pas que la Fed maintienne les taux actuels. En tout cas, je ne l'espère pas parce que sinon ce serait cataclysmique. Donc on va considérer que c'est acté, que la Fed va baisser les taux et que tout va bien se passer. On peut également considérer que le marché a déjà pricé cette future baisse. Alors aujourd'hui, on va faire un récap de ce qui s'est passé cette semaine et on va se projeter sur la façon dont le marché pourrait réagir en fonction de cette fameuse baisse des taux, mais surtout du discours de Powell et de tout un tas d'autres facteurs. Parce que comme je te le disais il y a une minute, en surface, on a l'impression que c'est plutôt calme. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend vite compte que le marché est quand même un petit peu tendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu cette grosse volatilité toute cette semaine. Alors je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur ce graphique-là, mais pour illustrer ce que je te dis, on a ouvert la semaine avec une chute du Bitcoin de 4,52%, ensuite on a rebondi de 5,80%, puis on a continué la hausse avec 2,37%, puis de baisse de 1,46%, et vendredi on a clôturé en baisse de 2,98%. Hier et aujourd'hui sont des journées plutôt tranquilles on va dire. Mais sur la semaine, si on y regarde, on a quand même eu un écart sur Bitcoin de plus de 10 000 $, soit plus de 12%. Donc ça note quand même une certaine volatilité et une certaine tension sur les marchés. Alors ça, cette volatilité, cette situation, cette indécision, c'est évocateur de l'état d'esprit des investisseurs pour cette fin d'année. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, tu es ici sur Objectif Lune, une chaîne sur laquelle on parle de la crypto dans son ensemble, on parle également de macroéconomie. Tu peux nous rejoindre en cliquant par ici sur le bouton s'abonner. N'oublie pas, bien entendu, d'activer la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos et de laisser un like si cette vidéo te plaît, ça la soutient et je t'en remercie. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, on est plus de 8000, c'est le Telegram gratuit et je te laisserai le lien en description et en commentaire épinglé. Alors avant d'enchaîner, rapidement une petite pause, une petite promo pour les amis. Du 15 au 18 janvier se tiendra l'événement crypto le plus cool, c'est-à-dire CryptoXR à Auxerre. J'y serai présent en compagnie d'autres créateurs de contenu, mais aussi d'autres personnalités de l'écosystème. C'est l'occasion de rencontrer un peu tout le monde autrement que derrière un écran, en mode détente et échange. Les places sont à partir de seulement 10 €. Et en plus, Max, le patron de l'organisation, vous offre quelques réductions supplémentaires. Donc on y sera avec Guillaume et toute l'équipe. Il y aura aussi le poteau Cabourg Crypto. Bref, je te laisse toutes les infos en description et en commentaire épinglé. Tu y trouveras même, comme je te le disais, des codes de réduction. J'en reviens à mon sujet du jour. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la semaine à venir? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la fin de l'année? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et que font les investisseurs? Je reviens brièvement sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc lundi, comme on vient de le voir, le marché a quelque peu craché. Un petit crash, mais un crash tout de même. Tout simplement parce que le président de la Banque centrale du Japon a laissé entendre une éventuelle hausse des taux d'intérêt dès ce 18 ou 19 décembre prochain. Alors forcément, comme les marchés crypto sont accros à la liquidité, la nouvelle a été plutôt mal accueillie. Et dès demain, il faudra surveiller les chiffres du PIB japonais. On parle ici tout de même de la 4e puissance économique mondiale. Donc forcément, ça pèse dans la balance et ça compte dans l'esprit des investisseurs. Mais cette baisse des taux japonais devrait aussi peser sur l'orientation politique monétaire de la Fed concernant les mois à venir. Cette semaine, on a eu aussi Vanguard qui a lancé ses ETF, ou plutôt qui a proposé à ses 50 millions de clients la possibilité d'investir dans des ETF Bitcoin, Solana, Ethereum ou encore XRP de BlackRock. Et au final, force est de constater que c'est une semaine un petit peu moche, ou disons pas terrible sur les ETF. Et quand on regarde ces derniers temps sur les ETF, on a quand même constaté beaucoup de sorties. Et alors ce qui est troublant, c'est qu'on a très peu de volume. Ici, 4 milliards de dollars de volume, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 5 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Bref, toute cette semaine, on a des volumes sur les ETF qui sont particulièrement bas. Et en revanche, dès qu'on passe en mode sortie, eh bien ici, le 4 décembre, 194 milliards de dollars de sortie. Donc c'est-à-dire la plus grosse sortie de ces 15 derniers jours. Et seulement 54 millions d'inflows, 54 millions d'entrées sur les ETF Bitcoin. Ce qui est ridicule quand on sait que Vanguard a, comme je te le disais, 50 millions de clients et 11 000 milliards d'actifs sous gestion.
on aurait pu espérer mieux, espérer davantage de cette semaine sur les ETF. Alors si les investisseurs ne se précipitent pas sur Bitcoin et sur les cryptos, c'est certainement qu'il y a une voire plusieurs raisons. Aux États-Unis, actuellement, les cryptos restent encore dans un certain flou juridique et fiscal. On a eu le Genius Act au mois d'août qui est venu cadrer le rôle, les droits, les devoirs des stablecoins et tout le monde attend maintenant le Clarity Act qui devrait, comme son nom l'indique, clarifier tout l'écosystème. Le rôle des banques vis-à-vis de la crypto, les droits des plateformes d'échange crypto, etc., etc. Et ce Clarity Act aurait dû voir le jour avant la fin de l'année. Mais le shutdown est venu compliquer le travail de l'administration. Et donc le projet de loi, ne sera présenté qu'au début de l'année 2026. Et ça, je considère que c'est une donnée importante pour les institutionnels. Parce que ça apporte, eh bien, un petit peu plus de flou dans un marché qui, comme tu viens de le voir, est particulièrement tendu. Et les investisseurs n'aiment pas le manque de certitude, ils n'aiment pas le flou, ils sont donc vraisemblablement plutôt dans une position d'attente. Ce qui explique donc que les volumes sur les ETF aient particulièrement chuté. Donc après le PIB du Japon, demain, on aura le rapport Scholz du chômage mardi et la décision des taux de la Fed mercredi. Mais surtout, le discours de Powell. Et c'est précisément ce que vont analyser les investisseurs. Un discours qui dure en général moins de 10 minutes, qui a lieu une fois par mois, voire moins, et qui vient donner le ton sur l'ensemble des marchés mondiaux. Alors je ne sais pas si tu réalises la puissance, le pouvoir de Jérôme Powell. Personnellement, je trouve ça hallucinant, l'impact qu'il a sur les marchés. Sauf qu'aujourd'hui, il est toujours dans une situation particulièrement délicate. Le chômage stagne, l'inflation aussi, et envisager une continuité de la baisse des taux s'annonce plutôt compliqué. Surtout que, comme on le sait maintenant, le Japon a l'intention d'augmenter ses taux dès la semaine suivante. Et d'ailleurs, quand on y regarde bien, les estimations pour le début de l'année sont plutôt mitigées. Au mois de janvier, on resterait sur les mêmes taux de base que ceux qui devraient être appliqués dès ce mois de décembre. Au mois de mars, c'est-à-dire bien plus loin, on est encore en zone d'indécision. Est-ce qu'on reste sur les mêmes taux que ceux qui devraient être appliqués au mois de décembre ou est-ce qu'on baisse encore un petit peu? Au mois d'avril, la tendance s'oriente vers une nouvelle baisse des taux. Mais tu le vois, une continuité entre les futurs taux du mois de décembre et potentiellement une baisse pour le mois d'avril, eh bien, il n'y a pas une grosse différence. Et alors, il faut aussi prendre en compte qu'une baisse des taux ce mercredi 10 décembre serait la troisième depuis le mois de septembre. Et pour le moment, on n'a toujours pas vraiment évalué l'impact des deux premières baisses. Il se peut donc que la Fed mette fin dès ce mercredi à sa politique de baisse des taux, histoire de temporiser, parce que si jamais elle continue à baisser les taux de manière trop conséquente, elle risque de pousser l'inflation une nouvelle fois, de pousser à une augmentation de l'inflation, ce qui ne serait pas du tout, mais alors pas du tout une bonne chose pour l'économie américaine. Et c'est certainement ce que les investisseurs, les observateurs ont anticipé pour les mois de janvier, mars et avril 2026. Une stagnation, un maintien des taux d'intérêt au nouveau taux que l'on aura ce 10 décembre. Et puis alors il y a cette narrative du moment. Powell s'en va au mois de mai. Tout le monde commence à parler de ça. Mais en fait, il cède simplement sa place de président. Il restera tout de même au sein des gouverneurs de la Fed. On ne va pas dire qu'il s'accroche, mais presque. Il va continuer de toute façon à voter pour ou contre les futures baisses des taux. Et son successeur, qui devrait être plus accommodant, sera lui aussi obligé de faire en fonction des contraintes économiques, en fonction des chiffres. Quelque part, il ne pourra pas faire de miracle. Donc à ce moment-là, à cet instant de la vidéo, si tu es un bon investisseur avec quelques connaissances et un petit peu de jugeote, tu comprends vite qu'on manque de visibilité à moyen terme et que les marchés n'aiment pas ça. Donc je pense, et ça n'engage que moi, je pense qu'actuellement tout le monde se regarde un petit peu dans le blanc des yeux et c'est ce qu'on retrouve également sur le graphique du Bitcoin. Alors dans la newsletter que tu reçois chaque semaine à 18h, si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras en description et en commentaire épinglé. Tu retrouves donc une analyse graphique un petit peu plus complète. Ici, je vais faire très simple. Demain matin, Guillaume nous partagera également son analyse sur le Bitcoin. Mais tu vas voir qu'en restant simple, tu verras qu'en fait, en mixant plusieurs méthodes, plusieurs visions, à quelque chose près, on arrive toujours à la même conclusion. Elle n'est pas forcément encourageante pour le moyen terme. Et on en a parlé dans une précédente vidéo, lorsque la MM50 en rose vient croiser à la baisse la MM200 en vert, on a ce que l'on appelle une death cross, une croix de la mort. C'est souvent le signe d'un retournement et d'un passage en bear market. Comme ça a été le cas, par exemple, ici, tu le vois, lors du bear market de 2022. Alors seulement si on reprend un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de ce cycle, on voit qu'ici on a eu une première death cross au mois d'août-septembre 2023, puis une deuxième ici au mois d'août-septembre 2024. Et pourtant derrière, Bitcoin a rebondi et Bitcoin est reparti à la hausse.
Maintenant, quand on y regarde d'un petit peu plus près, on voit que ici l'écart est nettement plus important et que la baisse s'est faite de manière beaucoup plus violente que les 3 premières fois. Alors il va falloir de la force pour repartir sur un mouvement haussier. Je t'ai matérialisé ici, tu vois, le résultat de la Fed qui a lieu dans quelques jours et ici le résultat de la Banque centrale du Japon. Donc savoir s'ils maintiennent leur taux directeur ou s'ils passent sur une hausse des taux directeurs. Donc moi ce que je pense maintenant c'est qu'il va falloir surveiller ces moyennes mobiles 50 et ces moyennes mobiles 200 parce qu'elles peuvent faire désormais office de résistance. Alors ça n'a pas été le cas ici, ça n'a pas été le cas ici et ça n'a pas été le cas ici ces 3 dernières fois. Mais comme tu le vois, on est quand même sur une différence ici entre le cours et les moyennes mobiles qui est nettement plus prononcée. Et donc là, il va falloir surveiller cette zone-là des 100 000 $, ce qui correspond grosso modo à la moyenne mobile 50, et cette zone-là qu'on a identifiée depuis maintenant quelques temps, zone qui devrait être un petit peu plus basse, parce que si la moyenne mobile 200 continue à baisser, on devrait avoir ici donc une résistance que moi j'identifie sur la zone des 107 108 000 $, même si ici je te l'ai tracé un petit peu plus bas. Donc potentiellement ici, une zone de résistance et une deuxième zone de résistance. Donc il va falloir vraiment beaucoup de force pour franchir ces deux zones-là. Mon scénario le plus privilégié à l'heure actuelle, c'est d'avoir une hausse ici, un rebond et un retournement baissier. Ce qui correspond à la configuration qu'on a eue en 2022, avec ici un rebond, un test de nouveau de la moyenne mobile 200 et derrière la confirmation qu'on passe en bear market. Et pour information, tu vas peut-être le voir passer bientôt sur les réseaux, cette partie-là, c'est ce que l'on appelle un dead cat bounce. Alors oui, je sais, c'est toujours assez poétique ces figures chartistes. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de ces deux zones-là, au-dessus de ces deux moyennes mobiles, je vais trader, je vais me positionner avec une extrême prudence. Et quand je dis qu'il faut repasser au-dessus, c'est repasser de manière significative, c'est-à-dire avec un retour du volume, avec un retour de l'engouement sur le marché des cryptos et avec une clôture au minimum, une clôture hebdomadaire au-dessus de ces moyennes mobiles. Sinon, ça n'aura absolument aucune valeur. Donc pour cela, il va falloir un véritable retour de la confiance sur les marchés. Et ça ne se fera pas sans un discours clair de la part de la Fed, de la part de Jérôme Powell. Ça ne se fera pas sans une prise de décision concernant le Clarity Act. Ça ne se fera pas sans un retour à la normale sur les données fondamentales. Voilà, c'est ma vision de la situation actuelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à te la partager ici dans cette vidéo. Je t'invite à me partager toi en retour ta vision actuelle du marché en commentaire de cette vidéo. Je t'invite à la liker si ce n'est pas encore fait pour lui donner un maximum de force et je t'en remercie. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!